assez semblable que j'ai pu connaître dans l'Indre, puisque mon fief c'est plutôt le Bas-Berry et l'Indre, et je me souviens que nous avions créé avec quelques amis une association qui s'appelait Maintenance du Berry, et on allait régulièrement louer la salle, l'une des salles des fêtes de Châteauroux, qui à l'époque était dirigée par le député maire socialiste Jean-Yves Gâteau. Et on n'avait jamais de problème, et puis un jour on fait une réunion, je ne sais plus sur quel thème, je crois qu'on avait fait venir maître Jean-Paul Wagner, pour ceux qui se souviennent de ce grand avocat, et plusieurs personnes ont téléphoné à la mairie en disant « Est-ce que vous pouvez me confirmer que la réunion du Front National est bien à la salle des fêtes de Belle-Île à Châteauroux ?» Et quand nous sommes arrivés à la salle des fêtes de Belle-Île, eh bien la porte était cadenassée et il y avait également des gendarmes pour nous empêcher de rentrer avec grille de carreaux ou je ne sais quoi. Donc vous voyez que ce genre d'épisode ne m'est pas totalement étranger. Alors vous m'avez proposé de venir aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui est donc un peu une histoire des droites, c'est-à-dire l'histoire de la famille. On va parler de famille, de notre famille, de pensée au sens extrêmement large évidemment. Alors c'est vrai que j'ai publié quelques ouvrages sur la question, et j'ai notamment publié un livre qui s'appelle Les droites dans la rue. Malheureusement il est épuisé, donc je ne peux pas vous le proposer aujourd'hui, qui raconte l'histoire des droites sous la Troisième République, donc de 1870 jusqu'à 1940. Et j'ai également écrit une histoire des droites sous la Cinquième République, que j'avais baptisé de Le Pen à Le Pen, tout simplement parce que la Cinquième République commence en 1958 avec notamment le retour de De Gaulle au pouvoir et l'arrivée, et à l'époque Jean-Marie Le Pen, député poujadiste, devenu ensuite député indépendant. Et puis au moment où je publie ce livre, c'était en 1986, eh bien, on voyait revenir sur le devant de la scène un Jean-Marie Le Pen, toujours aussi, et même plus je dirais, pugnace que jamais, et qui a fait ensuite, postérieurement à ce livre, donc de 1986 à aujourd'hui, le parcours politique que vous savez. Alors, on va donc évoquer un petit peu de manière détendue et un peu sans idée de manœuvre l'histoire de la droite, l'histoire des droites françaises. Je vais essayer de ne pas être trop didactique, de ne pas être trop claqué, trop chiant, pour parler extrêmement, dans cette histoire. Alors d'abord, vous savez que la droite, la droite et la gauche, ce sont des positionnements qui sont typiquement français et qui ont une origine purement française. Il y a des choses dans d'autres pays qui ressemblent un peu à la droite et à la gauche, mais on appelle ça des libéraux et des progressistes, ou des travaillistes et des conservateurs, dans le monde anglo-saxon par exemple. Mais droite et gauche, c'est né en France. C'est né en France pendant la Révolution, avec les partisans je dirais, de la Révolution et des positions les plus extrêmes du type Robespierre, positionnés à la gauche de l'hémicycle, et les positions soutenant Louis XVI, tentant de soutenir Louis XVI, se situant à la droite de l'hémicycle. Les gens qui se sont trouvés à la droite de l'hémicycle ont été guillotinés en général, y compris d'ailleurs l'avocat de Louis XVI. Les gens qui étaient à la gauche de l'hémicycle ont également été guillotinés par plus extrémistes qu'eux. C'est la seule satisfaction qu'on peut avoir de ce genre d'histoire. À l'époque, droite et gauche voulait dire en quelque sorte conservateurs et révolutionnaires. Il y avait les révolutionnaires à gauche, les conservateurs à droite, et puis au milieu il y avait le marais, c'est-à-dire des gens qui étaient à l'écoute de l'air du temps et qui changeaient. Attendez, j'ai mis ça là-dedans, mais c'est peut-être pas mon. Bon, qui pouvaient changer de position en fonction de l'ère du temps, et souvent à l'époque c'était pour sauver leur tête tout simplement. Donc quand le camp
de gauche était un peu plus puissant, on était un peu plus à gauche et un peu plus à droite ensuite. Donc ce positionnement, aujourd'hui, je dirais qu'il n'a plus grand sens quand on réfléchit à nos problématiques d'aujourd'hui. Il n'a plus grand sens. Pourquoi? Parce que conservateur, révolutionnaire. Est-ce que la gauche d'aujourd'hui, les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir, c'est une question que je pose, mais est-ce que ce ne sont pas les plus extraordinaires conservateurs de aujourd'hui? Les conservateurs, d'abord, d'un pouvoir, ils possèdent tous les pouvoirs aujourd'hui, vous le savez, et puis les conservateurs d'un ordre, conservateurs je dirais, d'un monopole sur l'expression. Et puis, qui sont aujourd'hui les révolutionnaires, qui sont les révoltés en tout cas, qui sont les révoltés? Eh bien, ce sont des petites gens, c'est le peuple, ce peuple qu'on déteste, ce peuple qui fait peur, ce peuple, alors on dit c'est du populisme, voilà, parce que finalement, c'est des petits gens qui n'ont pas d'autre moyen de s'exprimer qu'avec un vote, une fois tous les quelques années, et dans des petites feuilles de chou, mais quand on les laisse s'exprimer, eh bien, on est toujours surpris parce qu'ils ne sont pas, c'est pas eux qu'on voit à la télévision, c'est pas eux qu'on entend dans les grands médias, et c'est pas eux qui parlent à travers la voix de Bernard-Henri Lévy et de ce genre de personnage. On a véritablement aujourd'hui une situation un peu inversée, mais on y reviendra. Alors, à l'époque, conservateur révolutionnaire, et je vous dis aujourd'hui ça n'a plus beaucoup de sens, en tout cas ça n'est plus la frontière entre droite et gauche, bon, c'est peut-être même la frontière inversée. Et puis vous avez aussi Girondins jacobins, c'est-à-dire les parisiens centralisateurs, et puis la province décentralisatrice. La province décentralisatrice était à droite, les jacobins centralisateurs étaient à gauche en quelque sorte. Mais ces révolutionnaires de l'époque, de gauche, ils avaient aussi une position assez paradoxale, puisqu'ils étaient patriotes. Et la gauche française a été patriote jusqu'en 1870. C'est seulement à partir de 1871, avec la montée du communisme, la montée des théories internationalistes, que la gauche cesse d'être patriote et même devient mondialiste, évidemment, enfin, mondialiste aujourd'hui, enfin en tout cas internationaliste, et devient antipatriote. Se met à détester le patriotisme. Et le clivage droite-gauche moderne, on peut plutôt considérer qu'il commence à partir de la Commune, après la Commune, c'est-à-dire à partir des années 1871, Troisième République, où là on a une droite qui est patriote, et puis on a en face une gauche qui est internationaliste, qui est collectiviste, partageuse, socialiste. Et ce clivage-là, c'est celui qu'on va connaître, en gros, de 1871 jusqu'à la chute du mur de Berlin. On terminera peut-être par une réflexion sur ce qui s'est passé depuis la chute du mur de Berlin. Mais on peut dire que la problématique française, de 1871 à 1989, c'est quand même un grand bout de notre histoire, c'est une confrontation entre les patriotes, qu'on a pu appeler nationalistes, et puis des internationalistes, qu'on a pu appeler communistes, pour faire simple. Et ensuite, on a une nuance, évidemment, entre le nationalisme pur et dur ou le collectivisme pur et dur. On a une sorte de nuance de socialisme réformiste ou je dirais, de droite modérée ou de droite respectable ou de droite de gouvernement, etc. Mais la confrontation que l'on a connue de 1871 à aujourd'hui, je dirais à la chute du mur de Berlin, c'est un petit peu ce clivage. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a eu des allers-retours parce que la gauche a pu être patriote dans certaines circonstances, et puis elle a été patriote au moins jusqu'en 1870. La Commune de Paris est une réaction, selon Karl Marx, c'est une réaction communiste, première révolution communiste, mais en même temps, la Commune de Paris, c'est une réaction nationaliste contre l'occupation, contre je dirais, le renoncement à lutter contre l'invasion prussienne, en quelque sorte, et russe. Et donc, il y a une dimension nationaliste dans la Commune de Paris. De même, il en reste des
il en est resté un peu des traces à travers le courant chevènementiste, par exemple, qui était un courant qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, mais qui était un courant de gauche et en même temps patriote. Donc on voit que il y a eu des allers-retours sur certaines notions de cette nature. De même, la gauche est toujours proclamée pacifiste et a toujours considéré que la droite était composée de gens belliqueux. La droite était belliqueuse, nationaliste belliqueuse, agressive, et la gauche pacifiste, ouverte, internationaliste, généreuse, etc. Or, c'est vrai pour une certaine période de l'histoire, par exemple pendant la guerre de 14-18, la gauche est pacifiste, mais c'est un pacifisme qui parfois rejoint la traîtrise, et la droite qui est effectivement guerrière et bleu horizon, mais on voit bien qu'en 1940, c'est le cas inverse, et cette gauche pacifiste devient tout à coup belliqueuse, puisqu'il s'agit de combattre l'ennemi allemand et ou national-socialiste, et laisse ce bellicisme de la gauche, qui va être un grand changement à partir de 1933, va d'ailleurs désarçonner un certain nombre de gens de gauche qu'on trouvera après dans la collaboration. Je pense à des gens comme Marcel Déat, des gens comme Jacques Doriot, venu du Parti communiste, Marcel Déat venu du Parti socialiste, Gaston Bergerie venu des radicaux de gauche, et puis aussi des écrivains comme Jean Giono, par exemple, qui était vraiment un homme de gauche pur jus, mais en même temps un pacifiste, qui était pacifiste en 14, qui reste pacifiste en 40, on le met en prison parce qu'il est pacifiste de gauche en 1940, et en 1944, on le met en prison parce qu'il était resté pacifiste pendant une période où il ne fallait plus être pacifiste. Si on était de gauche, il fallait être belliciste. De même, vous savez, dans Louis-Ferdinand Céline, qui n'est pas un écrivain, enfin, est-ce que ça a du sens de parler d'un Louis-Ferdinand Céline de droite ou de gauche? J'en suis pas certain du tout. Mais Louis-Ferdinand Céline, quand il écrit Bagatelle pour un massacre, c'est un livre pacifiste de gauche, c'est-à-dire il dit, moi j'ai vécu la guerre de 14, j'ai été blessé, ça a été une boucherie innommable, et bien moi, Louis Ferdinand, je ne veux pas revoir ça, et donc je pense que ce qui pousse à la guerre dans ces années 30, eh bien c'est une bagatelle pour un futur massacre en quelque sorte. Alors que très souvent, on fait un contresens parfois volontaire sur ce titre, bagatelle pour un massacre, et certaines personnes mal intentionnées nous expliquent que ce que Céline traite de bagatelle, c'est le massacre c'est la persécution des Juifs dans l'Allemagne hitlérienne, et qu'il est un antisémite qui considère que c'est une bagatelle, ce massacre des Juifs par Hitler. Ça n'a aucun rapport ni avec l'époque où est écrit le livre, ni avec l'intention de ce titre, qui est un titre pacifiste face à ce risque de guerre, de Seconde Guerre mondiale qui s'approche. Laval est un homme de gauche, bien évidemment, et il est resté homme de gauche jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à sa condamnation à mort, mais on voit bien que lui est resté en quelque sorte pacifiste, se disant face à l'occupation allemande, il faut que je trouve la solution qui va permettre au pays de s'en sortir, et puis un jour peut-être les Allemands partiront. C'est une approche de gauche pour un homme de gauche, mais à une époque où la gauche n'est plus pacifiste. Donc c'est un petit peu les paradoxes de ces positions de droite et de gauche. Mais vous avez aussi la situation inverse. Vous avez en 1870 justement Thiers qui a une position du type Laval, et qui quelque part a raison, puisque finalement il va payer les Prussiens pour qu'ils quittent la France, et la France va retrouver assez vite sa liberté, ce qui va lui permettre après de reconquérir l'Alsace et la Moselle dans les circonstances que l'on sait. Donc on voit que les clivages droite-gauche sont parfois assez mouvants. Je pense aussi à certaines guerres coloniales du type Madagascar. La conquête de Madagascar est menée par un gouvernement de gauche pour faire oublier justement la perte de l'Alsace-Lorraine. Et cette guerre coloniale de Madagascar est une guerre extrêmement sanglante à l'égard des populations autochtones, et qui